Alors donc nouvelle capsule, donc cette fois-ci sur la proposition de loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de zéro artificialisation nette au cœur des territoires. Alors, la proposition de loi vise à atteindre le double objectif de lutte contre l'artificialisation des sols, formulé par la loi Climat et Résilience du 22 août 2020. Et de mémoire, il me semble que c'est dans cette loi qu'il y a notamment l'interdiction de faire louer des passoires thermiques. Voilà. C'est-à-dire des logements qui sont extrêmement énergivores, et ce au détriment du locataire, quoi. Voilà. Et qu'on oblige en quelque sorte, si je puis dire, les propriétaires à faire des travaux. Voilà, parce que sinon, si les propriétaires font pas les travaux, forcément ils peuvent plus faire louer. S'ils font pas les travaux, ils auront plus la possibilité de faire louer les logements. Voilà, s'ils font pas les travaux suffisants pour améliorer, si je puis dire, comment on pourrait appeler ça, faire en sorte que ce soit plus des passoires thermiques. Voilà. Mais bon, ça c'est un détail puisque là on est sur l'artificialisation, on est sur le cas de l'artificialisation des sols, c'est encore un autre sujet. Alors, donc depuis son adoption, donc la loi Climat et Résilience, donc les élus ont relayé de nombreuses difficultés liées à l'inadéquation des textes d'application et des difficultés pratiques mal anticipées. Alors donc le 16 mars 2023, le Sénat a adopté en première lecture avec modification donc cette proposition de loi en matière d'artificialisation des sols. Voilà. Alors, l'essentiel de la proposition de loi. En France, 6 à 9% des sols sont artificialisés, c'est-à-dire qu'ils ont connu une altération de leur fonction naturelle en raison d'activités humaines. Au cours de la dernière décennie, entre 20 000 et 30 000 hectares ont été artificialisés, chaque année en moyenne, principalement au détriment de surfaces agricoles. La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 a formulé un double objectif. Réduire de moitié le rythme d'artificialisation nouvelle entre 2020 et 2031 par rapport à la décennie précédente et atteindre d'ici 2050 une artificialisation nette de 0%. C'est-à-dire au moins autant de surfaces renaturées que de surfaces artificialisées. Concrètement, ces objectifs se traduisent par des obligations applicables aux collectivités territoriales. Encore une fois, communes, régions, départements, etc. Selon les auteurs de la proposition de loi, 1 an et demi après l'adoption de la loi Climat et Résilience, l'État ne permet toujours pas aux élus locaux d'anticiper leurs obligations sur la période 2021 à 2031. Et du coup, qu'est-ce qu'il dit ? L'État s'affranchit de toute responsabilité et met la lutte contre l'artificialisation des sols à la seule charge des collectivités locales. Voilà. Alors, je vais vous lire un petit peu. Alors déjà, je remercie Caprica pour son follow. Merci à toi. Les pauvres petits proprios. Oui, par rapport à ce que je disais pour les passoires thermiques. Mais Vulgadroit, est-ce que tu penses à la pauvre petite mamie qui loue son appartement afin de pouvoir payer la maison de retraite ? Ah là là, oui, les larmes de proprio. Bref, avançons. Donc j'en étais où ? Donc la proposition de loi vise à un meilleur partage de l'effort de réduction de l'artificialisation des sols entre l'État et les territoires, et des conditions adaptées pour permettre aux communes, en particulier rurales, de pouvoir conduire des projets essentiels à leur développement autour de 4 axes d'action. Favoriser le dialogue territorial, donc après le dialogue social, le dialogue territorial, et renforcer la gouvernance décentralisée je mettrai le trigger après, donc en prolongeant d'1 an le délai de modification des documents régionaux et en adaptant les étapes de la procédure de modification du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, donc le fameux SRADET. Bon, alors déjà on va mettre un petit trigger avec j'aime bien les expressions dialogue territorial, ça me fait toujours marrer. Voilà, on
apprécie toujours les termes où c'est un peu pipeau et ronflant. Et alors je vois Caprica qui me dit merci à toi pour tes streams. Bah écoute, merci à toi d'être présent, camarade, et installe-toi confortablement et profite de cette édition du Bistrolo. Et merci encore à toutes les personnes qui prennent le temps de l'heure, qui prennent le temps de m'écouter, même si vous n'intervenez pas dans le chat, vous aidez beaucoup à faire vivre la chaîne, voilà, simplement en écoutant et en prenant le temps de choper les différentes informations juridiques que je vous transmets, voilà. Bon. Sur ce, donc on peut peut-être faire un petit tour du côté du SRADET, donc pour que vous ayez voilà quelques petites explications de ce à quoi correspond. Donc le SRADET, c'est un document de planification qui à l'échelle régionale précise la stratégie, les objectifs et les règles fixées par la région dans plusieurs domaines de l'aménagement du territoire. Donc élaboré par la région, donc le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires définit en particulier les objectifs de la région à moyen et long terme en matière d'équilibre et d'égalité des territoires et de désenclavement des territoires ruraux, de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols. Et voilà, on y vient. Donc du coup, c'est là-dedans qu'on a les objectifs en matière d'artificialisation des sols, d'habitat, d'implantation des différentes infrastructures d'intérêt régional, d'intermodalité, de développement des transports, de personnes et de marchandises. Donc je ne vais pas vous faire toute la liste. Et du coup, le SRADET, en fait, il intègre plusieurs schémas régionaux thématiques préexistants, que ce soit le schéma de cohérence, le schéma régional de l'air, de l'énergie et du climat, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que ce document, en fait, il s'impose à d'autres documents de planification, tels que les plans de mobilité, les plans climat, air, énergie territoriaux, les chartes de parcs naturels régionaux et les schémas de cohérence territoriale. Voilà. Donc en fait, ce schéma, donc le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, il s'impose à d'autres réglementations, à d'autres schémas. Voilà, parce que sachez que dans le droit de l'environnement, dans le droit de l'urbanisme, en gros, vous n'avez pas que la loi, les règlements vous n'avez pas que la loi, les décrets, les arrêtés. Vous avez aussi toute une série de documents, toute une série de schémas, toute une série de plans qui ont des effets juridiques, qui ont des effets contraignants. Alors, ils ont des effets contraignants. Là, c'est le cas du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Ce schéma, il a des conséquences, il a des effets contraignants sur d'autres plans, sur d'autres schémas. Et ces autres plans et ces autres schémas, ils ont des conséquences, ils ont des effets juridiques sur, comment on appelle ça, sur les décisions que peuvent prendre les collectivités territoriales. Voilà, c'est une espèce de strate, si vous préférez. Vous avez en fait un espèce de millefeuille avec différents schémas, différentes réglementations. Voilà. Bon, si ça vous intéresse, si vous voulez aller un peu plus loin et approfondir sur ce schéma, je vous partage cet article, ce document qui nous est partagé par le CEREMA. Voilà. Alors oui, j'écoute, toujours un plaisir d'apprendre des choses en se préparant pour aller bosser. Je suis content de l'apprendre, ça m'Arty. Allô, j'écoute. Et salut à toi, Adrasthesis. Merci pour le petit coucou. Bon, sur ce, poursuivons. Donc la proposition de loi prévoit aussi de restaurer un rapport de prise en compte plutôt que de compatibilité entre les documents régionaux et les documents d'urbanisme locaux. Alors, je pense qu'on est plus... Alors j'imagine que les rapports de prise en compte, en fait, c'est moins contraignant, c'est beaucoup moins contraignant qu'un rapport de compatibilité. Parce que je vous rappelle que qu'entre les normes, vous avez différentes manières de les contrôler. Par exemple, entre la loi et le décret est tenu de respecter scrupuleusement la loi. Il y a ce qu'on appelle un rapport de conformité. Si le décret ne respecte pas strictement la loi, le décret est annulé. Le décret est supprimé. Par contre, si on est dans un rapport de compatibilité, si admettons, c'est le cas par exemple pour les traités pour le droit international,
la loi doit respecter le droit international, mais par contre on est plus sur un rapport de compatibilité. C'est-à-dire que la loi peut s'écarter très légèrement de ce qui est prévu par le droit international. Il y a une marge de manœuvre qui est offerte, qui est permise, qui est offerte au législateur. Mais par contre, il ne faut pas non plus que la marge de manœuvre, que le législateur aille au-delà de cette marge de manœuvre, sinon on est dans, sinon la loi est contraire au droit international et elle peut être écartée par le juge. Voilà. Mais que dit ta Rolex, Vulgadroit? Pourquoi tu parles de Rolex? Qu'est-ce que je voulais dire? Tu me déconcentres, Jashugan. Et là, le rapport, normalement, un rapport de prise en compte, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, un rapport de prise en compte, c'est encore moins, c'est encore en dessous, c'est encore moins contraignant que le rapport de compatibilité. Voilà. Normalement, si je mets, alors je vais mettre conformité, compatibilité. Alors compatibilité et prise en compte. Voilà. Normalement, on doit avoir ça. La conformité impose la retranscription à l'identique de la règle, son respect à la lettre. La compatibilité implique de respecter l'esprit de la règle. La prise en compte induit de ne pas s'écarter de la règle. Voilà. Donc là, en fait, on a différentes. Ouais, ben voilà. Si vous voulez, vous avez une explication, un petit détail sur la hiérarchie des normes, et à mon avis, vous devez avoir un résumé sur les différentes manières, sur les différents contrôles. Conformité, compatibilité, prise en compte. Alors, est-ce que prise en compte, c'est... Non. Alors, par contre, je regarde la source. Alors, qu'est-ce que c'est ODAB? Fiche pratique, Scott. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Notion de compatibilité. Agence d'urbanisme, d'accord, ouais, donc là c'est plus un service de collectivité territoriale. Ah voilà, donc là on a compagnie nationale, ouais, en plus ministère. Donc là si vous voulez, là vous avez, donc là on a donc l'explication, donc là la fameuse pyramide. Enfin, la représentation de la pyramide de Kelsen avec le bloc constitutionnel, le bloc conventionnel. Donc, bloc conventionnel, c'est les traités internationaux, etc. Le bloc législatif avec les lois, etc. Avec donc les lois organiques, les lois ordinaires, les ordonnances, les principes généraux du droit. Les principes généraux du droit, ce sont des règles non écrites et qui sont supérieures aux décrets arrêtés, etc. et circulaires. Voilà. Et normalement, donc là vous avez normalement prise en compte, voilà. Et là vous avez les différents rapports, les différents moyens de contrôle, voilà. Donc rapport hiérarchique du plus ou moins fort. Donc le plus haut c'est le rapport de conformité, il y a aussi même le rapport de cohérence. Je savais pas. Vous avez un rapport de compatibilité, un rapport de prise en compte, voilà. D'accord. Donc qui est en voie de disparition apparemment. Alors je sais pas de quand date ce document. Date de quand? Il y a une date ou pas? Bon, après c'est un PowerPoint, mais ça vulgarise pas mal. C'est plutôt pas mal comme document. Mais bon, au moins vous avez l'idée. Donc là on est, donc si vous voulez approfondir, bon, je vous envoie ce document. Donc un document qui est issu des services. Donc service du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Et je crois qu'il est rattaché à la Compagnie nationale des commissaires enquêteurs. Ok. Bon. Donc sur ce. Donc prise en compte, au moins vous avez une petite idée de ce que c'est. Et ensuite, donc, instaurer une gouvernance décentralisée, donc de l'objectif de zéro artificialisation nette. Donc l'idée, donc gouvernance, c'est installer, si je puis dire, des instances dirigeantes, des instances qui seront en charge de piloter, si je puis dire, l'objectif de zéro artificialisation nette. Et ce de manière décentralisée, c'est-à-dire donner beaucoup plus de pouvoir, si je puis dire, aux collectivités territoriales,
afin qu'elle puisse mettre en œuvre, si je puis dire, cet objectif de zéro artificialisation nette. Voilà. Ensuite, la proposition de loi prévoit d'accompagner donc les projets structurants de demain. Voilà, Pipo. Il va sortir souvent. Donc de demain, en prévoyant que les grands projets fassent l'objet d'une comptabilisation séparée et ne pèsent pas ainsi sur les enveloppes des collectivités, facilitant la mutualisation en facilitant la mutualisation des projets d'ampleur régionale, avec un droit de proposition pour les communes et les EPCI. Ouais, voilà. Ensuite, donc, autre mesure, donc EPCI, je rappelle, c'est les établissements publics de coopération intercommunale et ça regroupe les groupements de communes, groupements de collectivités territoriales comme les communautés de communes, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, etc. Donc mieux prendre en compte, donc autre point de la proposition de loi, mieux prendre en compte les spécificités des territoires, en prenant mieux en compte les efforts de réduction de l'artificialisation déjà accomplis par les collectivités territoriales. C'est-à-dire, à mon avis, qu'il y aura des objectifs qui devront être davantage accentués pour d'autres collectivités par rapport à celles qui ont déjà fait des efforts. Ensuite, donc me prendre en compte les spécificités des territoires en garantissant à chaque commune une surface minimale de développement communal d'1 hectare. En sanctuarisant une part réservée au développement territorial pour des projets d'intérêt général non anticipés ou qui ne rentreraient pas dans les enveloppes initiales affectées aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale, en protégeant mieux les espaces verts et la nature en ville, en prenant en compte l'impact du recul au trait de côte et en n'empêchant pas la recomposition spatiale du littoral. Alors trait de côte, on peut revoir un petit peu ce que c'est. Donc le trait de côte, alors donc 106 communes, c'est la région côtière. Il n'y a pas une définition du trait de côte. Alors attends, trait de côte, petite définition. Trait de côte. Il n'y a pas une définition. Et merde. Alors attendez, je vais essayer de trouver un truc qui vulgarise le trait de côte, comme ça on apprend des choses, donc trait de côte. Trait de côte. Alors qu'est-ce que le trait de côte? Observatoire du littoral. Comment définir le trait de côte? Donc le trait de côte pourrait se définir simplement comme la limite entre la terre et la mer. Cependant, selon le type de côte considéré et sitôt que nous cherchons à tracer cette limite, la notion de trait de côte devient plus complexe et peut se caractériser de façon différente à l'aide de plusieurs marqueurs en fonction des données disponibles. La limite de végétation, le pied ou le sommet d'une falaise rocheuse ou sableuse, la ligne d'intersection de la surface topographique avec le niveau des plus hautes mers astronomiques, donc définition du CHUM. Bon. On va pas rentrer dans le détail, donc un ouvrage de protection construit. Donc si vous voulez une définition simple, vulgarisée, c'est la limite entre la terre et la mer. Voilà, c'est ça le trait de côte. Voilà. Donc si vous voulez approfondir, je vous partage. Ne pas confondre avec le trench-côte. Alors j'ai pas la ref. Trait de côte, c'est quand tu as mal après avoir couru trop longtemps, non? Je suis navré de l'exclutor, mais c'est pour toi. Nul à chier, N-U-L-A-C-H-I-E-R. Je ne croyais pas que ça finirait de cette manière. Mais enfin, ça va pas! Arrêtez! Voilà. Désolé, c'était gratuit, j'avais envie de me marrer. Bon, allez, sur ce, poursuivons. J'espère que j'ai lancé l'enregistrement. Dis-moi que j'ai lancé. Ouais, c'est bon, il y a toujours l'enregistrement. Ouf. Oh, mais je te troll, pleure pas, Alex. Pleure pas, Alex Tutor. Pleure pas. Nul à chier, Jachougat qui N-U-L-A-C-H-I-E-R. rajoute une couche. Pas mal de chou. Je ne croyais pas que ça finirait de cette manière. Eh bah si. Bon. Sur ce, poursuivons. Oh non.
Ah si c'est bon, si j'ai récupéré l'article. Pendant 2 secondes j'ai cru que j'avais perdu l'article. Bon, ensuite, donc toujours pour prendre en compte les spécificités du territoire, donc il y aurait une prise en compte des spécificités des territoires de montagne et ultramarins au regard de l'objectif de zéro artificialisation nette. Autre point donc, de la proposition de loi, donc prévoir des outils de transition vers l'objectif zéro artificialisation nette, en incitant l'État à transmettre rapidement aux collectivités des données d'artificialisation complète et fiable, en luttant contre la spéculation foncière, oui, et la ruée vers le foncier grâce à un sursis à statuer alors zéro artificialisation nette et un droit de préemption zéro artificialisation nette. Let's go, ça c'est un bon début, c'est ça qu'on veut. En prenant en compte, et dernier point, en prenant en compte dès 2021 les efforts de renaturation des collectivités. Alors attends, est-ce que j'ai pas un truc pour merde. Ah, je voulais un truc genre ouais bah si, bah allez bon. Allez, on va quand même donner quelques applaudissements. Allez hop, applaudissements. C'est où applaudissements? Ouais, c'est bravo. Voilà. Bravo. Je cherchais le bravo. Je cherchais le bravo. Donc j'en étais où avec tout ça? Donc les sénateurs ont adopté des amendements afin entre autres de simplifier et de préciser la surface de développement communal, de préciser les finalités du droit de préemption zéro artificialisation nette en matière de continuité écologique. Je rappelle que... comment on appelle ça? Donc on peut peut-être essayer de trouver une définition du droit de préemption collectivité, donc comme ça au moins on aura une petite définition. Donc droit de préemption urbain, donc le propriétaire d'un bien situé dans une zone définie par une collectivité, commune ou établissement public de coopération intercommunale, en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement urbain, doit en priorité proposer la vente du bien à cette collectivité. Voilà, c'est ce qu'on appelle le droit de préemption. Le propriétaire du bien n'est donc pas libre de vendre son bien à l'acquéreur de son choix. Voilà, donc la collectivité est prioritaire dans l'achat. Voilà, dans l'achat du bien. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous partage cette petite définition. Voilà. Hop. Donc, qui est proposée par Service Public. Et normalement, bon, je crois que... c'est con, il n'y a pas les dispositions, mais normalement, je crois que ça doit être prévu par le code de l'urbanisme, ou alors le code de l'expropriation. Je sais pas. Attends, faut que je regarde. Code de l'urbanisme. Droit de préemption urbain, donc c'est prévu par quel code? Donc vous avez les dispositions qui sont prévues par le code de l'urbanisme, donc les dispositions du L211-1 à L211-7, voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, voilà, je partage. Hello Nagwal. Ah punaise, c'est celui, il est 8h28, ça me déprime. Bon, alors, excusez-moi, j'ai juste coupé le micro. Alors, j'en étais où du coup? Oui. Ouais. Donc sénateur machin, donc de préciser
Donc on en était au droit de préemption, donc de préciser les finalités du droit de préemption en matière de continuité écologique, d'inclure les projets d'intérêt pour la souveraineté économique nationale ou européenne parmi les grands projets afin que leur impact en termes d'artificialisation ne soit pas imputé aux collectivités territoriales d'accueil, ne pas comptabiliser l'artificialisation liée aux bâtiments agricoles, donc là c'est pour à mon avis préserver les intérêts des agriculteurs. Donc de faciliter le recours au droit de préemption, donc zéro artificialisation nette, afin que les collectivités territoriales puissent réagir plus vite dans la période transitoire, et de clarifier le statut des friches de surface artificialisées. L'Assemblée nationale doit à présent examiner le texte. Voilà. Bon, je vous repartage ce texte si vous voulez en savoir plus. Et je vais couper la capsule. Et pour ceux qui veulent me voir en live, je vous rappelle que je suis disponible sur Twitch avec Vulgadroit. Voilà, Vulgadroit du même nom. Voilà.